Bonsoir et bienvenue donc dans cette patinoire de Tours ce soir pour une rencontre synonyme de fête puisque c'est le 15e anniversaire de l'ASG Tours, club ô combien coté du championnat de France de National 1A de hockey sur glace, champion de France en 1980, première équipe de la Plaine à remporter ce titre. À mes côtés Richard Jamison, directeur sportif de l'ASG Tours, pour un match particulier ce soir, ASG Tours contre une équipe soviétique, le Dynamo de Minsk. Richard. Oui, et puis un match excitant, c'est-à-dire ce qu'on va essayer de faire, surtout pour le public qui ne connaît pas tellement le hockey ou qui se pose toujours des questions sur les règlements, on va essayer de leur rendre ça un petit peu plus agréable, et puis préparez-vous à assister à quelque chose de formidable, à deux styles complètement différents. Voilà tout de suite la présentation des équipes. Pour le Dynamo de Minsk, dans les buts, numéro 24, Semenov, 36 ans, numéro 4, Shumidoub, 24 ans, à l'arrière, numéro 5, Erastov, capitaine, 28 ans, champion du monde junior. Numéro 27, Filin, 26 ans. Numéro 7, Diakonov, 24 ans. Numéro 2, Tabolin, 24 ans également. Numéro 6, Krivo Kija, 20 ans, international A soviétique. Numéro 3, Tsiplakov, 21 ans. Et numéro 8, Bouben Chinkov, 27 ans, champion du monde junior. Les attaquants, numéro 22, Toukmachov, 30 ans, champion du monde junior. Numéro 20, Zakharov, 26 ans, vice-champion d'Europe junior. Numéro 16, Dimitriev, 26 ans. Numéro 26, Dekbulatov, 18 ans. Numéro 14, Pankov, 20 ans. Numéro 17, Katkevich, 22 ans. Numéro 30, Rasolko, 20 ans, vice-champion du monde junior. Numéro 15, Karachoun, 20 ans. Et numéro 11, Andrievski, 20 ans. Entraîneur, Vladimir Krikonov, 38 ans. Pour l'ASG Tours, dans les buts, Jean-François Merchant, 21 ans. Défenseur, Jean-Yves Decoq, 30 ans, international A. Numéro 21, Tim Thomas, 25 ans, international américain. Numéro 5, Patrick Pommier, 22 ans. Numéro 10, Yvon Bourgault, 30 ans, international junior. Et numéro 26, Karl Goupil, 24 ans. Les attaquants, numéro 7, Bob Millette, 27 ans. Guy Dupuis, 31 ans, ancien capitaine de l'équipe de France A. Numéro 20, Jean-Michel Luto, 25 ans. Numéro 24, Rodolphe Garnier, 21 ans, ancien international junior. Numéro 8, Eugène Lévesque, 19 ans. Numéro 11, Stéphane Arfi, 24 ans. Numéro 23, Mario Richer, 23 ans, canadien. Numéro 12, François Koenig, 25 ans, ancien capitaine de l'équipe de France junior. Numéro 25, Fabien Zarka, 19 ans. Et enfin, Jeff Barat, entraîneur, 26 ans. Après cette présentation d'équipe, donc début de cette rencontre dans quelques instants. Les arbitres de cette rencontre, Monsieur Crossland, Messieurs Antunes et Barré. Et c'est parti, Richard, pour 3 tiers-temps de 20 minutes. Oui, puis comme j'ai dit, deux styles différents. Un style très collectif, celui des Soviétiques, et un style un peu plus individuel, celui des Français, parce que moins d'expérience et moins d'habitude au haut niveau de cette manière. On l'a vu tout de suite, Richard, les Blancs soviétiques du Dynamo de Minsk n'ont pas lésigné et entendent bien faire le jeu dès ce premier tiers-temps. Écoutez, les quelques minutes, on va voir une équipe soviétique qui se cherche un peu, pas habituée à cette glace, à cette patinoire. Et puis, j'espère que Tours va en profiter parce que je pense que les 10 premières minutes seront les plus dangereuses du match. Alors, cette équipe de Tours dans laquelle on peut compter quelques absents ce soir. Oui, deux joueurs qui, pour des raisons de blessure, Bouchard et Dufour qui est au Canada en ce moment. Sans oublier Bordas qui est retenu en équipe de France pour effectuer le tournoi du Mont Blanc. On voit ici le jeune Zarkal qui vient de s'ajouter à l'équipe ce soir, un jeune junior. On a voulu à Tours pour ce match, même si on sait qu'on n'était pas du niveau, faire profiter à des jeunes de jouer et de prendre une certaine expérience. Je pense que trop souvent on est porté à mettre les jeunes de côté dans ces matchs-là pour essayer de bien figurer. Moi je pense que c'est une erreur. Si on veut que les jeunes Français s'améliorent, il faut les mettre les deux pieds dans les plats comme on dit et puis prendre de l'expérience. Oui, on a vu que les hockeyeurs tourangeaux étaient mis en difficulté rapidement. Là, il y avait un petit cafouillage devant les buts de Merchant.
Des changements de joueurs, des changements rapides des deux côtés. L'Union soviétique qui contrôle bien le palais. Un changement sur les soviétiques. Ils lancent beaucoup au fond. C'est ce qu'ils ne faisaient pas auparavant. Un jeu collectif. Vous allez vous apercevoir souvent, le jeu est tellement rapide qu'on voit les soviétiques faire des passes sans regarder. C'est que les drills de base que les joueurs font tous les jours à l'entraînement, ben, ça finit par se faire comme des robots, si vous voulez. Et puis, les gars font des passes sans regarder. C'est ce qui est merveilleux, c'est ce qui est beau à regarder. Vous avez vu ici la passe devant les buts avec un Marchand très alerte. Un Marchand très alerte parce qu'on ne s'attendait pas à la deuxième passe, à la passe qui est devenue devant les buts. Et je pense que c'est là le danger des Soviétiques, c'est qu'ils ont toujours un troisième homme qui tourne, qu'on ne peut pas suivre. Au football, on peut suivre les joueurs, c'est un peu plus facile. Mais un joueur de hockey qui se démarque prend facilement 3-4 mètres d'avance avec la rapidité. Et c'est très, très difficile pour un défenseur de surveiller. Une équipe soviétique également, Richard, composée de 6 ex-internationaux juniors, champions du monde, et puis d'autres vedettes telles que Erastov, numéro 5 et capitaine de cette équipe soviétique, sans oublier quelques Bouben Tchinkov ou encore Kruko Kidja, qui est lui international A tout simplement. On voit ici les défenseurs avec les soviétiques, la pression des soviétiques, toujours à 2 hommes, pratiquement 3 d'ailleurs parce qu'on en voit un qui est placé derrière, qui essaie de récupérer le palais. En fait, les Soviétiques tentent toujours de jouer en surnombre. C'est le secret un petit peu du hockey. C'est-à-dire qu'on voit des fois 3-4 joueurs dans un coin, on se demande ce qui se passe, le palais est là. En fait, on essaie toujours de provoquer le surnombre, de manière à récupérer le palais. Et lorsque l'équipe défensive tente de reprendre ce palais, ben c'est comme ça qu'on se fait jouer un tour, parce qu'on doit laisser un joueur sur la glace. On découvre un joueur adversaire, et puis bon, ben, le palais s'en va de ce joueur-là, et un lancer rapide est fait au but. Depuis quelques années, les Soviétiques ont énormément travaillé cette technique individuelle. Avant, au Canada, on disait souvent que les Soviétiques étaient un peu des robots sur la glace et qu'on laissait de côté cette technique-là. Mais les techniques individuelles. Maintenant, les Russes ont appris à faire un mélange de collectif et de techniques individuelles. On vient d'en avoir un excellent exemple et je pense que c'est tout à l'honneur des Soviétiques d'avoir fait ce mélange-là. Au Canada, on a appris des Soviétiques le collectif et je pense que les Soviétiques ont retenu cette leçon de jeu plus individuel qui permet de lancer au but, de rendre le jeu plus spectaculaire aussi. Les joueurs français devraient prendre cette habitude parce que souvent en France, lors des matchs, on voit les joueurs français qui patinent avec la crosse en l'air à 1 ou 2 mètres ou à 1,50 m de la glace. Et lorsque le lancer arrive, on n'est pas prêt, on perd du temps. Vous avez vu la passe déviée par le Soviétique. Ben pour arriver à faire un but comme celui-là, il n'y a pas de secret. La crosse est sur la glace. Ça donne une mire à celui qui passe. Et le Soviétique a seulement qu'à faire dévier le palais. Mais si le Soviétique avait eu la crosse dans les airs, ben automatiquement, il perdait une fraction de seconde et c'était suffisant pour empêcher le but. Vous voyez devant vous une équipe qui travaille. Ce sont des professionnels, des vrais professionnels. En France, on parle souvent du professionnalisme au hockey. Il ne faut pas exagérer. Les salaires pour les joueurs français, ce sont des petits salaires. Pour ceux qui sont payés, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas. On a un mélange, par exemple, à Tours, mais c'est partout pareil, des étudiants, des gars qui sont obligés d'avoir un deuxième boulot pour être capables d'arriver. Tandis qu'il faut quand même admettre que les Soviétiques, c'est leur métier, ils font seulement que ça. Et je pense qu'il ne faut pas enlever aux Français un démérite là-dessus, au contraire. Là, on vient d'avoir une superbe démonstration du jeu collectif des Soviétiques, avec, à la conclusion, un but de Bouben Tchinkov, donc qui inscrit lui aussi son second but. Et après 16 minutes 41 de jeu, 6-0 pour les Soviétiques. Je donne souvent ça comme exemple à nos jeunes joueurs ici. Je donne comme exemple souvent lorsque les joueurs sont dans un match. On a un peu en France l'habitude de jouer comme un musicien joue par oreille. C'est-à-dire qu'on a entendu un morceau, on se met sur sa guitare et puis on le joue selon ce qu'on a entendu. Les Soviétiques ne jouent pas par oreille, jouent les notes qui sont marquées dans le bouquin. Et au départ, c'est très difficile, mais à la longue, ça rapporte beaucoup. Et on apprend à se respecter sur la glace, on apprend à faire les efforts quand c'est le temps et à s'entraider. Tous les joueurs doivent faire un mouvement en fonction de celui qui a le palais. Donc, on ne fait pas n'importe quoi et c'est le respect au départ entre eux. Je pense que c'est très important. Une pénalité ici pour l'équipe soviétique. Je pense que c'est pour avoir donné du coude. Lorsqu'on donne une mise en échec, il est obligatoire pour le joueur qui frappe l'adversaire d'avoir les coudes en bas et de frapper avec son épaule.
Si on frappe avec sa crosse ou avec le coude, il y a 2 minutes automatiquement. Donc pour tous les gens qui disent que le hockey c'est un sport violent, moi je dis non, c'est pas un sport violent. Lorsque c'est bien joué, lorsque c'est joué avec intelligence, c'est un des plus beaux sports qui existent, un des plus rapides. Et il faut vraiment aller dans les patinoires pour le voir. Les gens qui m'écoutent en ce moment, si vous avez une chance, allez dans les patinoires voir des gamins de 5-6 ans jouer au hockey, patiner, c'est formidable à voir. Ils apprennent l'équilibre, ils apprennent aussi à avoir un éveil sur le jeu, sur l'ensemble de leurs joueurs, sur les adversaires, sur les lignes, sur les règlements. Ça leur permet de connaître sûrement dans leur tête une évolution beaucoup plus rapide, l'habitude, si vous voulez, à la compétition, l'habitude à surtout se servir de leur corps. Je dis souvent à des étudiants dernièrement, lorsqu'on est allé à l'université de Tours, qu'en France, on fait des grosses têtes avec un petit corps. Moi, je pense que les deux doivent être très bien équilibrés. Et l'entraînement, c'est ça, la discipline, le travail sur la glace à l'entraînement. Mais dans le hockey, comme dans tous les autres sports, mais qu'on fasse un corps équilibré. Et je pense qu'à ce moment-là, on s'y sentira beaucoup mieux. Puis on sera mieux préparé à toutes les épreuves de la vie en dehors du sport. Des préparations que connaissent bien les Soviétiques avec plus de 150 écoles de hockey, dont 60 fonctionnent plus de 12 mois par an. Et fin de ce premier tiers-temps. 6 buts à 0 en faveur des Soviétiques. Ce n'est pas une surprise. Il faut dire que le championnat de National A soviétique n'a pas de comparaison possible avec le hockey français. Donc on devrait revoir au deuxième tiers une équipe de Tours un petit peu plus agressive au niveau de l'offensive, plus affamée si vous voulez au niveau de l'attaque. Comme on vient de le voir ici avec un tir de Mario Richet, le numéro 23 rouge donc de la SGT, qui a mis à l'épreuve le gardien soviétique, le numéro 4 Shumidub. Avec les Soviétiques donc qui pour l'instant font un pressing afin de récupérer la rondelle devant le but tourangeau. Voilà qui est fait. Bonne frappe du numéro 5 Erasov. On voit les Soviétiques ici qui tournent en rond. C'est une très bonne méthode pour arriver à contrôler le palais. On tourne à 3 joueurs et on se fait des passes jusqu'à temps qu'il y ait un défenseur qui avance un petit peu, qui laisse le filet et qui donne l'ouverture aux joueurs qui tournent, qui se retrouvent finalement tout seuls devant les buts. Un petit peu lent dans les passes au niveau des tourangeaux. On est un peu lent dans les passes, donc on télégraphie un petit peu notre passe. C'est ce qui permet aux Soviétiques tout de suite de couvrir nos hommes. Et au moment où on reçoit le palais, ben, on a un Soviétique sur le dos et on n'arrive pas à s'exprimer. Donc, pas de possibilité de faire de passes précises. Il faut dire que les Soviétiques, Richard, pratiquent un hockey d'une part plus physique et aussi plus vite. Il faut expliquer que le Soviétique possède aussi une position plus avancée sur les patins, peut-être plus accroupie. Moi, je dirais pas nécessairement. Je pense que les Soviétiques, physiquement, au niveau des jambes, des bras et des épaules, sont beaucoup plus forts. Et lorsqu'on se sent fort dans son corps, on se sent confiant dans sa tête. Et c'est ce qu'on voit un peu sur les Soviétiques. Parce qu'on a quelques tourangeaux qui sont quand même de bons athlètes, hein, des gars qui s'entraînent sérieusement tous les jours. Mais le problème dans notre équipe, c'est qu'on a peut-être une partie de l'équipe qui ont eu moins de chance, moins d'entraînement, moins de bons entraîneurs. Donc, ça fait un mélange des deux. Et c'est là notre faiblesse par rapport aux Soviétiques. Tandis qu'eux, ils sont 18 joueurs, c'est 18 joueurs complets. Comme j'ai dit tout à l'heure, qui peuvent tourner, de faire des pivots à gauche, à droite. On le voit sur le numéro 14 qui contrôle très bien le palais du côté droit et du côté gauche. Et regardez le contrôle du palais au niveau des autres joueurs, c'est beaucoup plus facile. Et au moment où on contrôle son palais, en plus, c'est qu'on sait ce qu'on va faire avec. Souvent, ici en France, on attend d'avoir le palais pour se poser des questions, pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec. Les Soviétiques, comme les bonnes équipes canadiennes, la question est déjà posée, la réponse est trouvée. C'est-à-dire qu'au moment où on va chercher le palais, on sait déjà ce qu'on va faire avec. Et on sait où sont nos joueurs. Donc, ça signifie un jeu beaucoup plus rapide, plus efficace. En gros plan, ici, le gardien de la SG Tours, Jean-François Merchant, un jeune produit de la SGT. Oui, je dirais produit de la SGT au niveau de la première division, mais produit surtout du hockey mineur de Lyon.
Lyon qui, pendant plusieurs années, a eu un très très bon hockey mineur, avec de bons entraîneurs. Ce n'est pas donné à tous les clubs français, malheureusement encore, mais je pense qu'avec un petit peu de bon sens de la part de nos dirigeants, on arrivera un jour à avoir de très bons entraîneurs dans toutes les patinoires et permettre à nos enfants de pouvoir s'exprimer bien comme les Russes l'ont fait. Même si on a atteint les Jeux olympiques l'an passé, il faut quand même savoir qu'entre la 5e, 6e position aux Jeux olympiques et la 10e, 11e et 12e, il y a un monde complètement différent. Je pense qu'il faut travailler. Il serait souhaitable dans ce deuxième et dans ces troisième tiers-temps à venir que les Soviétiques baissent un petit peu de patin, si l'on peut dire, pour que l'on voit de quoi sont capables un petit peu ces Tourangeaux en attaque. Parce qu'il faut bien dire qu'en ce premier tiers, on n'a pas eu l'occasion de les voir à l'œuvre. Je ne pense pas que les Soviétiques vont baisser les bras sur le deuxième tiers. Je pense plutôt qu'ils vont contrôler le palais. Ils vont peut-être mettre la pédale douce sur les lancers au but, mais on devrait avoir des Soviétiques très bien contrôler le palais et prendre plus de risques au niveau de leur jeu, mais ce qui va rendre aussi les choses plus intéressantes. On vient de le voir ici par une passe du défenseur à l'ailier, même pas un temps d'arrêt au niveau du palais. La passe est partie immédiatement et précise en plus. Bel arrêt ici encore de Jean-François Merchant, le gardien de but de la SG Tours, devant le soviétique Filin, numéro 27. J'invite le téléspectateur à regarder ici la position des Soviétiques. C'est le secret du hockey, c'est-à-dire que le porteur du palais, naturellement, est le meneur de jeu, mais il est meneur tant et aussi longtemps que les 4 autres sont placés pour l'aider. Et c'est ça qu'il faut regarder. Il faut voir les replis aussi. Les Soviétiques ne vont pas seulement qu'à l'attaque, ils vont dans les deux sens. Beaucoup de joueurs de hockey français savent attaquer, mais pour défendre, c'est pas toujours ça. On laisse les petits copains tout seuls derrière et puis finalement on les appuie pas. Je pense qu'un bon joueur de hockey doit être en premier lieu un très bon défenseur dans sa tête et après ça, un joueur offensif. Et une disponibilité qui pour l'instant fait ses preuves, tant sur le plan offensif que sur le plan défensif. Le score, on est là pour le témoigner. Et le style de jeu également. Le hors-jeu qu'on vient de voir, c'est que le défenseur de Tours a voulu envoyer le palais sur la balustrade. Le palais a frappé la crosse là et il est sorti. Donc à ce moment-là, hors-jeu automatique, soit dans la zone si c'est le joueur défensif qui a envoyé à l'extérieur, soit à l'extérieur de la zone si c'est le joueur offensif. Bon contrôle ici du défenseur tourangeau. Une passe un petit peu trop rapide. Ici, on se mélange un peu, on ne sait pas trop se placer. On anticipe un peu trop. Je pense que dans le sport, c'est bon d'anticiper, mais il ne faut pas anticiper de n'importe quelle façon. Il faut toujours anticiper en fonction de ce que le joueur avec qui on joue pense. Ici, un bon appui offensif. On contrôle bien le palais. Avec Goupil et Dupuis qui essayent d'inquiéter le portier soviétique. Une belle feinte ici du soviétique qui fait feinte de lancer au but par ce qu'on appelle un slap shot. Feinte seulement, conserve le palais et passe au deuxième soviétique de l'autre côté. Un peu plus, c'était un but. Alors qu'on a vu Jeff Barat, l'entraîneur tourangeau, applaudir le bel arrêt de son gardien, Jean-François Merchant. Je pense que c'est un des rares joueurs ce soir qui peut sortir avec les honneurs parce que, comme on dit au Québec, il va avoir du caoutchouc. Vous savez qu'un palais c'est fait en caoutchouc, donc on dit souvent aux gardiens de but, tu vas avoir du caoutchouc ce soir, ça veut dire 50-60 lancés, compte environ une quinzaine, donc il va faire son match et je pense qu'il va mériter son repos après le match. Mais il ne faut pas oublier les autres parce que pour les défenseurs, c'est très très difficile. On a l'impression qu'ils ne bougent pas, mais il faut les suivre, ces soviétiques, ils ne sont pas évidents. Ça doit être difficile, Richard, quand on est attaquant, d'effectuer une partie comme celle-ci, toujours sur la défensive, en récupérant des rondelles plus ou moins approximatives. C'est sûr que c'est très difficile parce que ça change la mentalité des matchs de championnat habituels où on voit souvent des pointages de 11 à 9. Un beau match de hockey, c'est 4 à 2, 3 à 1. Mais pour arriver à faire des beaux matchs comme ça, il faut déjà, au départ, savoir ce que c'est que la défensive et surtout avoir la patience d'attendre les ouvertures de l'adversaire. Souvent, on veut provoquer ces ouvertures, on se met dans une situation défensive très difficile, mais je pense que le secret, il faut attendre l'ouverture. Ici, le gardien de but qui est tombé. On essaie de récupérer le palais à 2 joueurs avec Zarka. Contre-attaque immédiatement. Passe au centre. Le centre qui sait déjà ce qu'il va faire. Tente de contrôler le palais. Cherche son joueur. Tout de suite aidé par un autre joueur soviétique.
Deuxième joueur soviétique qui va chercher le palais. Tout de suite, on cherche le joueur disponible, on trouve le défenseur. Tout de suite, un autre joueur, on n'attend pas. On cherche l'autre joueur disponible soviétique. Le numéro 3 qui déborde, qui cherche un partenaire au milieu de 3 tourangeaux. Mais les joueurs de la panique se dégagent. C'est un petit peu la panique. Qu'ils le peuvent. Ici, on vient de voir un hors-jeu. Vous savez que tout palais au-dessus des épaules, touché par la crosse, est automatiquement sifflé. Et on retourne dans la zone de l'équipe qui a touché au palais au-dessus des épaules. Ceci pour empêcher les blessures, parce que trop de joueurs auparavant jouaient avec la crosse assez haute, et naturellement, c'est très dangereux. Une crosse, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est fait pour aller sur la glace. Là, maintenant, regardons comment les Soviétiques vont faire l'entrée dans zone, la contre-attaque. Bon jeu de Guy Dupuis, qui oblige les Soviétiques à revenir en arrière. Le numéro 17 reçoit le palais, recontrôle le palais. On va sûrement voir un Soviétique coupé au centre, qui est le numéro 14. Contrôle de palais ici. Je pense qu'on a baissé on a baissé les pieds un peu, là. Numéro 7 contrôle bien le palais. Passe au numéro 17. Je pense que les Soviétiques sont un peu mous en ce moment et ça les empêche de s'exprimer totalement. Bon contrôle de palais du numéro 8, qui repasse au défenseur, qui repasse au 8, qui repasse au défenseur. On redonne le palais à l'attaquant qui remet derrière. On contrôle le palais en ce moment. On cherche la faille dans la défensive de Tourangelle. Là, Tim Thomas vient de jouer exactement comme il faut faire. Lorsqu'on va chercher un joueur, il faut aller chercher le bonhomme, il faut aller chercher le joueur. Trop de joueurs français jouent le palais, et lorsqu'on joue le palais, une bonne feinte de l'adversaire, et on est déjoué. Il est plus facile de jouer le joueur adversaire et de laisser le palais aller, parce que il est évident que le palais est tout petit et que le joueur est assez costaud, donc c'est plus facile de bloquer. Ici, on retrouve la boîte, les 4 joueurs qui forment la boîte défensive. Les Soviétiques qui tournent le palais autour pour une ouverture. Et on a trouvé l'ouverture, avec un peu de malchance à côté, mais c'était pratiquement un but. On recontrôle le palais, les joueurs de tour gardent leur boîte, mais pas assez agressifs sur la boîte. Et Harpy qui rentre en jeu, donc fin d'infériorité numérique pour l'ASG Tours. Il va pouvoir peut-être profiter d'un contre, mené par Harpy pour le jeune Zarka. Mais dégagement soviétique avec le numéro 20 qui fixe 2 défenseurs et qui va frapper. Beau réflexe de Merchant. Le Soviétique qui a reçu la passe très bien placé à la ligne rouge pour ne pas donner un hors-jeu de 2 lignes. Donc c'était placé à la ligne rouge, a reçu la passe et on était en contre-attaque immédiate. Ça tourne, il y a beaucoup de trafic devant les buts. Beaucoup de trafic, beaucoup de monde. Donc les joueurs tourangeaux doivent se demander un petit peu ce qui se passe. C'est facile à comprendre. Vous avez 5 joueurs attaquants soviétiques dans votre zone. Et la défense tourangelle toujours aux abois face aux offensives soviétiques. « 11 minutes dans ce second tiers-temps et les tourangeaux qui, pour l'instant, n'ont pas encaissé de but depuis la reprise. C'est tout à leur honneur d'ailleurs. Remarquez bien que les Soviétiques ont toujours les crosses sur la glace, toujours prêts à recevoir les passes et toujours prêts à les donner. Le petit jeune Lévesque ici qui était très bien placé, qui n'a pas de complexe. Un petit jeune qui vient de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a joué tout son hockey mineur à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est à Tours pour sa 3e saison. Et Millette ici aux prises avec 4 soviétiques. Vous avez remarqué que lorsqu'un joueur de Tours attaque, les soviétiques sont tous revenus. Très rare qu'on voit un soviétique traîner les pieds derrière. Je suis sûr que la discipline à l'intérieur du club de ce côté-là, elle est très respectée. On vient de voir des changements de joueurs aussi aux fractions de seconde. Et un mauvais dégagement de Merchant sur le numéro 22 soviétique Tourmakchov, qui a failli coûter cher au Tourangeau, alors qu'ici c'était une très belle frappe du numéro 23 Richer. Richer qui a pris une bonne décision en lançant parce qu'il a vu l'ouverture et son joueur à l'opposé était couvert. Donc très bonne décision de Richer. Ici, bon contrôle dans le coin. C'est le temps en ce moment. Le gardien de but est couché par terre. Contre-attaque 3 contre 2. Suivez le jeu. Ici, la conclusion, un but du numéro 15 soviétique Karachoun.
Un peu de chance sur ce but quand même, parce que la passe était pour être envoyée à l'ailier droite et le palais a touché à la jambière du défenseur et est revenu sur la crosse du Soviétique qui a lancé immédiatement. Donc Merchant était en mouvement pour couvrir la passe qui était pour être faite, mais le palais dévié lui a pas permis de revenir au bon moment. 7-0 pour les Soviétiques, la leçon devient sévère pour la SG Tours. Moi je dis que plus on aura de leçons de ce genre-là, plus on travaillera fort, plus l'orgueil fera effet un petit peu. Je pense que c'est dans ces moments-là où il faut lever les bras, il faut travailler, il faut se retrousser les manches un petit peu. C'est sûr que les hockeyeurs tourangeaux mériteraient sans doute de sauver l'honneur avec toute la volonté dont il fait preuve, à l'image ici, encore une nouvelle fois, du gardien tourangeau, Merchant. Encore une qualité ici de la part du joueur soviétique, avec deux adversaires qui le retenaient. Il ne s'est pas préoccupé de redonner un coup pour se revenger. Souvent, on reçoit un coup, on s'énerve un petit peu, on laisse tomber le palais et on veut remettre le coup. Le joueur soviétique ici, malgré les deux joueurs qui étaient accrochés après lui, a quand même trouvé le moyen de s'occuper du palais et de faire un dernier lancer de dernière seconde pour donner beaucoup de difficultés à Merchant. Donc, c'est une qualité. On ne s'occupe pas des coups qu'on mange, on s'occupe de son jeu, de sa position, on est concentré et c'est comme ça qu'on peut s'améliorer. C'est vrai que ce n'est pas une qualité commune chez les joueurs qui évoluent dans l'Hexagone. On est un petit peu trop individuel et puis on soigne un peu trop ses petits bobos. Je pense qu'il faut oublier ses bobos au détriment de l'équipe et c'est ça qui est important. Zarka très bien placé ici sur une passe de Jean-Michel Luto. Qui a failli tromper à contre-pied le gardien soviétique. Il a dû trapper encore derrière les buts, là. Beaucoup de monde pour essayer d'attraper ce palais. Une bonne sortie de Jean-François Merchant, mais il y avait ici ce qu'on appelle un déblaiement de deux lignes. C'est pas ce qui a été sifflé parce que le gardien de but a arrêté le palais. Mais si le gardien de but n'avait pas arrêté le palais, vu que le palais venait avant la ligne rouge pour aller au fond de la zone, automatiquement, il y avait un hors-jeu de deux lignes. Surveiller encore ces Soviétiques, de quelle manière ils vont travailler pour se débarrasser de la surveillance qu'ils ont. Parce qu'au départ, Tours joue homme pour homme. Mais il est très important de surveiller les joueurs qui n'ont pas le palais. C'est de cette manière qu'ils arrivent à se découvrir pour avoir une passe et être dangereux. Bon, ici, Robert Millet qui est contre-attaque, qui est un gros travailleur de l'équipe de Tours, qui, comme on dit, qui a le cœur à bonne place. Et c'est avec cette énergie, souvent, qu'il se retrouve avec des possibilités de compter des buts. Moi, j'ai l'impression un petit peu en ce moment d'être assis dans une salle de concert où on regarde les musiciens et puis on ne participe pas au jeu. Je pense que les gens, d'un côté, sont un peu déçus, puis d'un autre côté, apprécient aussi. Je pense qu'ils sont en train d'apprécier. Ça sera peut-être plus difficile dans les semaines à venir pour l'équipe de Tours ou pour d'autres équipes françaises qui devront essayer d'améliorer leur jeu. Ici, on a une grosse chance avec Garnier qui lance et compte. Très, très beau lancer de Rodolphe Garnier dans le haut du filet. Le gardien de but ne pouvait absolument rien. Une excellente passe et il s'est découvert. Et voilà ce que l'on espérait depuis assez longtemps. Un but tourangeau inscrit par Garnier. Superbe but sous la transversale. Des buts de Choumilou. Et donc la SGT qui pour l'instant réduit le score 7 buts à 1. Et il a fallu attendre 35 minutes de jeu pour voir les Tourangeaux inscrire leur premier but sur un magnifique compte donc de Garnier. Vous avez vu la fin du Soviétique qui a ralenti. Mal lancé Jean-François là-dessus, mais qui a ralenti à la ligne bleue pour permettre aux joueurs porteurs du palais de pénétrer dans la zone. Mais ici, Jean-François, je pense qu'il était sur l'effet du but qu'on venait de compter. Il n'était pas prêt pour arrêter ce lancer. Et les Soviétiques qui se sont immédiatement fâchés en aggravant la marque avec ce nouveau but. On a vu l'assistant-entraîneur tout à l'heure au banc, semble pas tellement inquiet, prend beaucoup de notes. Je pense que ces matchs pour eux, ce ne sont pas seulement que des matchs d'exhibition, c'est aussi un entraînement, une préparation pour leur championnat.
Et un conseil des jeunes qui nous écoutez, faites écran à l'adversaire. Laissez le palais au deuxième joueur qui va venir vous aider. Vous ne pouvez pas tout faire, on ne peut pas récupérer le palais, jouer le bonhomme, parce qu'il arrive ce qu'on vient de voir, c'est qu'on perd les deux. Le jeu est un petit peu ralenti quand même. Je pense que les Soviétiques nous font démonstration du contrôle de palais. Puis Tours espère et attend l'ouverture au filet adversaire. Belle passe sur un échappé avec Tim Thomas. On surveille Tim. Un excellent lancer, mais un peu trop de précipitation. Je pense que Tim aurait pu contrôler le palais plus longtemps. Il a facilité le travail du gardien de but. Le gardien de but s'était avancé quelques mètres. Laisse partir un lancer, donc pratiquement pas pour compter un but à ce moment-là. C'est un peu la question de confiance. Je pense que les Soviétiques ont donné un petit peu d'ouverture aux Tourangeaux. Il faudrait peut-être pas qu'ils nous en donnent trop quand même, parce que l'équipe de Tours est capable de compter des buts. C'est quand même une équipe, malgré qu'elle est en barrage en ce moment, qui s'est permis d'aller battre Rouen, l'équipe en première position en ce moment. Aller battre Amiens chez eux, bon, c'est quand même une équipe qui peut faire des surprises, mais qui manque un peu d'expérience, qui manque un peu de maturité dans son jeu. Il n'y a pas de combativité en tout cas, Richard, car l'on voit les Tourangeaux vaillants comme ici. Ici, un petit problème de technique là. Lorsqu'on contrôle le palais, si les épaules se lèvent en même temps, si on lève la tête en même temps, il se produit ça, c'est qu'on perd le palais. Le numéro 20, Tourangeau, donc qui a manqué d'opportunisme, seul devant Choumidou, le gardien soviétique. Et toujours 8-1 à 30 secondes de la fin de ce deuxième tiers-temps. Ici, on vient de voir un jeu qui est très important, qu'il faudrait peut-être rappeler. Une passe mal captée par Yvon parce qu'elle était précise et je pense qu'Yvon a tenu sa crosse un petit peu trop avec rigidité. Il est très important lorsqu'on soit une passe, c'est une technique de base d'absorber le palais. Il faut que la crosse et les bras deviennent un peu comme un ressort qui permet au palais de frapper la crosse mais de rester sur place. Et voilà, 8-1, la fin de ce second tiers-temps pour le Dynamo de Minsk. Mais l'on a vu dans cette fin de deuxième tiers, les Tourangeaux beaucoup plus opportunistes. Il est vrai que les Soviétiques s'étaient quelque peu découverts. Tout de suite, nous allons retrouver les équipes dans les vestiaires. Donc, comme je disais tout à l'heure, une équipe soviétique qui a travaillé depuis énormément d'années, depuis environ les débuts des années 70, mais dans une structure bien organisée, dans une structure où on ne joue pas au hockey à l'oreille, mais dans une structure où l'enseignement est donné à tous les entraîneurs, où tous les enfants reçoivent un enseignement égal, de manière à ce que tout le monde ait sa chance. Donc, si vous voulez, 10, 12 ou 15 ans pour des jeunes joueurs de hockey, dans une structure où le maximum leur est donné, autant physiquement que moralement. En France, en ce moment, c'est un petit peu laissé à la bonne volonté de chaque organisation. Souvent de la bonne volonté, mais pas beaucoup de moyens, pas d'entraîneurs, donc des jeunes qui deviennent individualistes souvent. Combien de licenciés, Richard, en France? Environ 12 000 en ce moment. Alors qu'en URSS, on en compte environ 600 000, dont près de 70% à moins de 18 ans. C'est vous dire le réservoir que possède cette école soviétique. Une école soviétique, on le remarque, il y a plus de 150 écoles de hockey, dont 60 fonctionnent 12 mois par an. C'est vous dire l'entrain que connaît le hockey sur glace dans ce pays. Ici, on voit l'équipe de Tours qui tente de vouloir sortir très rapidement de leur territoire. On sait que pour sortir d'un territoire, il faut absolument, lorsqu'on va chercher le palais, être sûr au départ que tous ces joueurs sont déjà placés, de manière à ne pas avoir d'hésitation, pour permettre un maximum de précision dans ses passes. Et c'est pas toujours évident parce que les joueurs ne connaissent pas trop la défensive, reviennent pas tellement à l'arrière, donc laissent leur défenseur un peu seul. Ici, un bon lancer de Karl Goupil, avec une déviation de Zarka, un arrêt encore du gardien de but.
Contrôle immédiat, mais pas d'appui. Contrôle de Jean-Michel Duteau, mais pas d'appui pour l'aider. Et une frappe d'un hockeyeur soviétique qui a frôlé le filet extérieur. Ici, on vient voir quelque chose d'un peu spécial. Passe avec la main. Il est interdit de passer avec la main. Il y a hors-jeu automatique. Donc, c'est pour ça que l'arbitre remet en jeu le palais. Et Jeff Barat, qui semble sourire un petit peu de la physionomie de la partie. Il est vrai que les Tourangeaux font bonne figure, mais avec leurs moyens. Il est vrai aussi que les Soviétiques possèdent d'énormes qualités physiques et techniques. On l'a vu à plusieurs reprises. Oui, on est souvent en France, au cours des championnats, assez critique au niveau des joueurs. Mais moi, je dis que ce n'est pas la faute des joueurs. Les joueurs font ce qu'on leur a montré de faire. Et est-ce qu'on les a vraiment donné tous les moyens pour s'exprimer? Je pense que non. Je pense que c'est à la fédération de prendre les affaires en main, surtout de laisser parler les techniciens. Je pense qu'on ne fait pas assez de réunions avec les techniciens. On n'a pas vraiment de système de base. Donc les joueurs, il ne faut pas les blâmer. Ils jouent avec leur cœur, avec leur capacité, avec leurs moyens, mais ce n'est pas suffisant. On le voit bien avec les Soviétiques. On a besoin d'un travail de fond. On a besoin de toute une éducation qui est à refaire, surtout au niveau des clubs. Combien de dirigeants favorisent les victoires avant de favoriser l'enseignement? Richard, selon vous, quelles seraient les solutions pour pallier ces problèmes? Mais la première solution, je viens de le dire, je pense que c'est de réunir tous les techniciens en France, tous les professionnels du hockey sur glace, pour qu'on s'assoie à une table et qu'on discute et qu'on dise ce qu'on pense et finalement qu'on rouvre la porte à de nouvelles idées, à de nouveaux moyens. Et moi je dis finalement que tout le monde fasse selon ses connaissances. Un dirigeant il dirige, un enseignant il enseigne. Je vois mal un dirigeant conseiller au niveau de l'enseignement et je pense aussi qu'il faudrait investir au niveau de l'enseignement. Beaucoup de subventions, c'est le cas à Tours, sont données dans les clubs, beaucoup de millions de francs pour des équipes professionnelles. Mais derrière, il n'y a absolument rien qui tient. Donc, qu'on investisse au départ au niveau des enfants, qu'on leur donne des enseignants, qu'on leur donne des heures de glace, qu'on bâtisse des patinoires. Et je dis ça dans tous les sports. Et à ce moment-là, d'ici, avec un peu de patience, d'ici 5 ou 10 ans, on aura des jeunes Français qui iront sur la glace et puis qui ne seront pas déshonorés par un match comme celui-là. Vous ne pensez pas, Richard, que le fait qu'il y ait dans chaque club français un Américain, voire maintenant des Soviétiques, même pour le cas d'Amiens, donc des étrangers pour renforcer ces équipes, soit pas un fait quelque part néfaste, qui ne laisse pas d'une certaine façon les Français s'habituer eux-mêmes au jeu et progresser par eux-mêmes? Écoutez, moi je suis arrivé ici en 80. Il y a une chose qui s'est améliorée en France depuis 9 ans. C'est les joueurs sur la glace. C'est tout ce qui s'est amélioré à mon avis. C'est-à-dire qu'un étranger qui vient en France, je pose souvent la question aux Français. Je leur demande, quand vous avez un étranger dans l'équipe, qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que vous l'applaudissez parce qu'il compte un but? Ou si je vous demande après un match, qu'est-ce que vous avez appris en le regardant faire? Et souvent la réponse, on me dit on l'applaudit parce que c'est un bon joueur, mais on ne peut pas me dire ce qu'il a fait sur la glace. Donc si vous voulez, c'est une question de mentalité. Un étranger peut apporter un plus si on le regarde, si on l'analyse. Moi je connais un entraîneur qui est allé travailler au Japon, et au Japon, pendant des années, on a étudié les techniques des autres pays. On a analysé la technique individuelle des joueurs collectifs. Et aujourd'hui, le Japon peut jouer au hockey entre Japonais. Et une autre chose aussi qu'il faut dire, c'est qu'en ce moment, pratiquement 90% de l'argent dans le hockey français est donné à des étrangers. Et c'est pas aux étrangers qu'il faut blâmer, c'est que derrière, ça ne suit pas. Donc, je vous dis, il faut avoir la patience d'éduquer nos enfants, de les préparer, et plus tard, peut-être que ce seront ceux-là qu'on verra sur la glace, ce sera peut-être ceux-là qui vivront du hockey. Mais on n'est pas au bout de nos peines, parce que pour être écouté au niveau d'une fédération, c'est très difficile. Pour trouver les moyens financiers, c'est difficile aussi. Et puis, pour faire comprendre aux gens qu'il faut partir à zéro, c'est encore plus difficile. Ici, on a vu le jeune Jarka très, très bien placé. Ça, c'est un exemple de jeune qui est étudiant à l'université, qui s'entraîne 2 fois par semaine et qui vient jouer au hockey avec son équipe, donc, mais qui a l'intelligence d'apprendre, qui fait les efforts aussi. C'est pas une question physique, c'est un petit joueur. Mais dans sa tête, il y a tellement de choses qui se passent et où il voit le jeu, où il sait où il faut se placer, où il faut qu'il fasse les sacrifices nécessaires. C'est un exemple. Mais il y a un exemple parmi 100 et puis c'est ça qu'il faudrait changer. Et but de Luto, donc 8 buts à 2, la SGT qui réduit le score sur un super slap shoot dans la lucarne gauche, début de Choumidou.
Superbe slap shoot de Luto. Bonne réaction de Jean-Michel ici qui a laissé partir un lancer sans avertir, avec beaucoup de précision. Il faut savoir que le lancer slap, qu'on vous appelez slap shoot ou slap shot, c'est un lancer frappé qui n'a pas beaucoup de précision, mais avec beaucoup d'entraînement, on arrive quand même à pouvoir placer le palet à un minimum, et un gardien de but où le palet est à côté de lui ne peut pas l'arrêter si ça vient trop vite. Ça doit venir aux environs de 125 km à l'heure. Alors Richard, tout à l'heure on a parlé un petit peu des lacunes des hautes instances du hockey français. Est-ce que selon vous ce sont les mêmes lacunes que possèdent les hockeyeurs français sur la glace? Ben oui, parce que tout se suit. Quand je dis des instances, qu'il y a des lacunes au niveau des instances, je voudrais quand même bien mentionner que bon, les dirigeants de la fédération font des efforts importants. Mais vous savez, c'est comme dans tout, c'est une équipe, hein, le sport. Et ça commence déjà à la maison, ça commence déjà au niveau des parents, c'est aussi à l'école. Quand vous pensez que dans beaucoup d'écoles, on a de la difficulté à faire du sport, et que vous arrivez dans un club où on vous demande d'avoir une certaine discipline, on vous demande de faire des sacrifices, et déjà au niveau de l'enseignement sportif scolaire, on ne vous l'a pas montré dans beaucoup d'écoles. Donc je me dis, on peut dire aujourd'hui qu'il y a une faille au niveau des dirigeants de certaines fédérations, mais il faut quand même dire que cette faille-là, elle vient de beaucoup plus loin, et il ne faut pas avoir peur de le dire. Donc, problème sport scolaire, hein, ça fait 9 ans que je suis là, ça fait 9 ans qu'on me dit qu'au niveau du ministère de l'Éducation, qu'on va mettre en place des structures sportives. On n'a pas bougé encore. Je me demande à quel moment on va bouger. Puis pendant ce temps-là, les gamins qui avaient 7 ans à l'école en ont maintenant 16. Est-ce que ça sera la même chose dans 9 ans? Donc, qu'il y ait des gens qui se donnent des coups de pied au bon endroit, qu'on se réveille. Si les fédérations veulent qu'ils fonctionnent, il faut déjà derrière que le ministère se réveille. Il faut déjà que certains fonctionnaires qui sont en place et qui n'osent pas rien bouger se réveillent aussi. Donc, c'est un travail d'équipe. Moi, je dis, arrêtons de se conter des histoires. Chez nous, on dit, rêvons pas en couleur. Donc, arrêtons de rêver en couleur, rêvons en noir et blanc, prenons le taureau par les cornes et travaillons dès la base. C'est l'action personnelle ici du numéro 20, Zakharov, pour les Soviétiques, alors que les Tourangeaux se retrouvent actuellement en infériorité numérique, consécutivement à la pénalité que vient d'encaisser Goupil pour la GT. Karl Goupil, 2 minutes pour cinglage. Ici, on a vu un jeu des Soviétiques et c'est un conseil que je donne aux jeunes. Comme on a dit tout à l'heure, le défenseur a voulu jouer le palet. Le Soviétique a fait une bonne feinte, a attiré le joueur, a dribblé le joueur et le joueur, se voyant pris, a été obligé d'accrocher l'adversaire et prendre pénalité. Au départ, le joueur ne devait pas s'occuper du palet. Ce petit palet est très difficile à capter. On s'occupe du gabarit, on s'occupe du joueur. C'est beaucoup plus facile à arrêter et on ne se retrouve pas dans un désavantage comme ça. Mais attention, les gens qui ne connaissent pas le hockey, on semble dire, finalement, ça doit être difficile. Oui, c'est difficile parce que ça demande des années pour donner des habitudes. Le hockey, c'est un sport très rapide. Souvent, dans des actions, c'est votre subconscient qui réagit. Et le subconscient réagit en fonction de l'éducation que vous lui avez donnée, des habitudes que vous lui avez données, des sacrifices que vous lui avez fait faire. Donc, souvent, ce genre de réaction-là est la cause d'un manque de travail de fond. Alors que donc l'on a vu Zakharov égaliser dans ce troisième tiers-temps pour le Dynamo de Minsk entre les jambes de Jean-François Merchant, qui dans un premier temps avait repoussé le palet, mais dans la crosse du Soviétique. Et donc le Soviétique qui mène 9 buts à 2 avec l'occasion peut-être pour la SGT. Et oui, de réduire le score sur cette superbe action. Ici, on a vu un Yvon Bourgault, pas de complexe. Comme on a dit tout à l'heure au premier tiers, peut-être un peu de complexe par rapport à ces Soviétiques-là. Un Yvon Bourgault qui n'a pas ralenti entre les deux lignes bleues. Ce qui lui a permis, lorsqu'il a eu le palet, d'avoir un échappé seul. Souvent, les joueurs, lorsqu'ils passent leur propre ligne bleue, parce que le palet ne vient pas, ralentissent. Donc, au moment où ils reçoivent le palet, ils ne sont pas en vitesse. Le défenseur récupère facilement, le défenseur adversaire. Yvon, pas de complexe, maximum de vitesse entre les lignes bleues, reçoit la passe, se retrouve tout seul devant le gardien de but. Sur une fort belle assist d'ailleurs de Fabien Zarka. Et donc la SGT qui reprend l'avantage dans ce troisième tiers, 2 buts à 1, qui est, rappelons-le, toujours mené 9 buts à 3. Belle prestation, ma foi, Richard, dans ce troisième tiers de la SG Tour. Hein. Oui, je pense que les Soviétiques ont eu hâte de pratiquer leur jeu défensif au troisième tiers, ce qui fait qu'ils n'ont pas beaucoup de lancers au but, mais
on doit leur faire travailler, si vous voulez, cet aspect. Parce qu'en Union soviétique, sur 14 clubs en première division, Minsk est en 10e position. Donc, il doit avoir certains problèmes défensifs. Je pense que l'entraîneur, un ancien international d'ailleurs, doit leur avoir donné une consigne. Écoutez, on va jouer l'homme pour homme défensif. Ici, un excellent lancer de la part du numéro 7. Un lancer qui s'en tout à l'heure. Maximum de vitesse, très précis dans le coin du filet. Et Jean-François aurait peut-être dû pas se pencher sur ce but-là. Il s'est penché un peu, le palais. Et puis, on retrouve un but supplémentaire. Diakonov, donc, qui vient d'aggraver la marque pour le Dynamo de Minsk dans cette 13e minute du 3e tiers. 10 buts à 3, donc, pour les Soviétiques. Est-ce que vous pensez, Richard, que le hockeyeur sur glace français est un bon patineur? Non, je pense que c'est la première faiblesse du joueur de hockey français. C'est qu'on n'est pas deux bons patineurs parce qu'on veut jouer trop vite. La première chose qu'on fait quand le petit gamin a réussi à faire 2-3 tours de glace, souvent on les met dans des situations de match. On les met avec des adversaires dans une surface énorme. Les Chinois vont jusqu'à des 30-60. Pour des petits gamins de 7 ou 8 ans, c'est très difficile. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de système de base, ces enfants-là sont confrontés dans un monde qui ne leur appartient pas encore. Donc, on laisse de côté toute cette technique de base, contrôle de palais, les pivots, le patinage, pour jouer, pour compter des buts. On attache beaucoup. Puis, avec un bon contrôle, le gardien de but tente avec sa crosse de faire dévier le palais. Guy Dupuis, avec l'expérience qu'il a des Jeux olympiques et de l'équipe de France, reprend le palais, ne s'énerve pas et pousse dans le fond du filet. C'est Jean-Michel Luto, je crois, qui vient de marquer. Guy Dupuis. Richard et Jean-Michel Luto, qui sont deuxième but dans cette période et surtout redonne l'avantage à la SGT dans ce 3e tiers. 3 buts à 2, mais 10 buts à 4 en faveur des Soviétiques. Tant mieux pour Jean-Michel, c'est son 2e but, je pense qu'il mérite. Un bon joueur français qui a fait ses classes à Anglette, qui a joué pendant plusieurs années à Anglette, qui était à Tours depuis 3 ans. Et Jean-Michel, il est ici pour apprendre et je pense qu'il fait les efforts nécessaires. Il faut remarquer que les Tourangeaux, s'ils ont marqué 3 buts dans ce 3e tiers, il faut dire également que les hockeyeurs soviétiques ont baissé de pied et se sont cantonnés assurément dans un rôle plus défensif avec beaucoup de travail au niveau de la relance, comme ici Boubenchenkov. 18 minutes 27, seulement qu'une minute et demie dans le match. Maintenant, les Russes vont tenter dans la dernière minute de jeu de concrétiser leur pointage, de reprendre un petit peu au 3e tiers. Un bon lancer du numéro 5 avec une passe en avant du but, très bien intercepté par Patrick Pommier. Une contre-attaque à 2 joueurs ici contre le Soviétique, Garnier et Eugène Lévesque. Bon contrôle du palais par le Soviétique. Eugène Lévesque qui continue son travail formidable dans le coin. Tente de jouer ici l'adversaire au lieu de jouer le palais. Mais ici, Rodolphe un peu lent pour aller chercher le palais. On contrôle bien le palais du côté des Soviétiques. Le numéro 8 qui contrôle le palais. Encore 50 secondes dans le match. Bonne passe au numéro 5 soviétique. Qui passe tout de suite à l'aile, un joueur très bien placé. Lancé frappé avec pratiquement pas d'angle. Encore la même chose du numéro 5. Le défenseur qui va dans le coin pour récupérer le palais. Et une des dernières attaques du match avec Millet. Millet qui contrôle le palais. Regarde pour la passe et laisse partir un lancer pour but. Un très beau but de Millet avec une feinte de passe. Très difficile pour le gardien de but d'arrêter un tel lancer parce qu'il ne sait pas si Robert va faire une passe ou s'il va lancer. Et Robert a feinté de faire la passe et a laissé partir le lancer. Donc, encore 24 secondes dans ce match-là, mais sûrement pas déshonorant avec un 10 à 5 pour l'instant. 6 buts pour les Soviétiques. Les Soviétiques qui ont surtout dominé dans le 1er tiers. Et les Tourangeaux qui, dans le 3e tiers, démontrent quand même une certaine condition physique. Surtout un bon moral, parce que lorsqu'on est mené par 6 ou 7 buts, on n'a pas toujours le goût de continuer. Ils ont démontré qu'ils ne baissaient pas les bras et puis on continue à travailler. Les quelques 20 dernières secondes avec une contre-attaque soviétique, contrôle de palais du numéro 15. Le numéro 21-20 qui récupère le palais, passe au défenseur, qui tout de suite cherche un joueur devant le filet, ne trouve pas. Une attaque de Guy Dupuis qui laisse partir un lancer. 3 secondes dans le match, 2.
Une seconde et c'est terminé. Et donc, victoire du Dynamo de Minsk, 10 buts à 5 ce soir, devant un public nombreux. Mais victoire dans ce troisième tiers quand même, Richard. 4 buts à 2 de la SGT, qui a fait mieux que de se défendre.